L'économie et la géopolitique. Il est de bon ton de parler de l'Afrique, de circonscrire ce qu'on appelle les problèmes africains aux frontières de l'Afrique. On est responsable de l'état actuel de notre continent. Cela suppose que le développement est un processus vertueux qui marche et qui a réussi aux autres. Et nous l'aurions refusé. Cela prouve que la démocratie est un processus qui marche et que nous avons, disons, la dictature dans l'ADN. Cela suppose que la sécurité aussi peut être établie si nous développons et si nous gouvernons mieux nos pays. Alors tout ça, ces thèses biaisées sont malheureusement intériorisées par nous-mêmes parce qu'elles sont martelées à longueur d'émissions, de colloques et de séminaires. Et en guise de résultat, aujourd'hui, le système est en train de s'effondrer. Ce n'est un secret pour personne, mais on a l'impression qu'à notre propre niveau, nous ne tenons pas à procéder aux remises en question nécessaires. Quand le gouvernement italien récemment dit que la France est responsable de ce qui se passe en Afrique? Je n'ai pas beaucoup de respect pour ce gouvernement, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et je crois que il touche du doigt là où ça fait mal. Et quelque part, moi j'ai l'impression que bon, ce n'est pas le dirigeant d'extrême droite qui l'a dit, mais toujours est-il que l'extrême droitisation des opinions résulte de la falsification de l'histoire. Le récit l'analyse des causes des flux migratoires, de mon point de vue, découle d'un tissu de mensonges. Quand je regarde sur quoi reposent les politiques, même nos propres politiques nationales en matière de gestion des flux migratoires, commencent par la pauvreté, des inégalités géopolitiques, ainsi de suite. Mais qu'il s'agisse de cette thématique, je dirais plutôt de cette tragédie, qu'il s'agisse du terrorisme et même des violences faites aux femmes, moi j'ai à cœur de démontrer que, d'ailleurs, quand j'ai suivi le président Macron dans son discours, quand il s'est adressé aux Français, il n'a pas manqué de dire que ce dont il est question avec l'épuisement des ressources naturelles et le réchauffement climatique, c'est le modèle de développement. Il a parlé du modèle de développement. Moi, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Il lui suffit d'appliquer de cette grille de lecture aux autres questions, dont l'immigration, parce que chez nous, c'est l'émigration, ici, c'est l'immigration. Il suffit d'avoir la même exigence en disant de plaider pour le changement de paradigme économique s'agissant de l'immigration. Je vous assure que l'immense majorité de ceux qui sont en train de mourir en Méditerranée, dans les geôles libyens, et y compris, mais même ceux qui sont ici, changeons de paradigme de développement et de partenariat mondial, mais surtout de partenariat franco-euro-africain. Beaucoup de gens retourneraient, d'abord vivraient mieux en Afrique et ne demanderont même pas rester ici. Moi, de temps en temps, il m'arrive de passer quand je vais dans des salons, je rencontre de coiffure ici, et des femmes, les coiffeuses disent, tante, tu sais, s'ils ne tenaient qu'à nous, vous mettez un Boeing ici, il sera rempli de gens qui ne demandent qu'à rentrer. L'Afrique nous manque. On n'a pas envie de rester ici. Mais que faire? Mais quel modèle de développement, quelle économie africaine, au bénéfice des Africains,
pour que les gens ne soient pas obligés d'être ici, de raser le mur à longueur de journée. C'est difficile ce changement de paradigme pour les pays européens, parce que si on arrête, si je peux me permettre cette expression, d'exploiter l'Afrique, c'est des points de croissance en moins pour les pays occidentaux. C'est clair, et c'est pour ça que je dis que c'est vrai, les autorités françaises s'offusquent de ce que le dirigeant italien dit à propos de l'Afrique, mais moi je l'ai lu d'abord sous la plume de Bavarese, qui est un économiste de droite, qui reconnaît que la France ne serait rien dans la mondialisation sans l'Afrique. Si, c'est cela qui doit être clair pour tout le monde. Mais moi, bon, j'ai un mal fou à faire admettre à mes concitoyens et aux Africains d'une manière générale que si mondialisation il y a, de toute façon, l'Afrique est d'abord le dindon de la farce. Elle n'y croit pas à la mondialisation heureuse? Elle a envie, je crois que l'Afrique a envie de croire à la mondialisation heureuse. Alors que j'ai entendu Alain Menck, qui a théorisé, le théoricien de la mondialisation heureuse, dire dans une émission qu'il n'y aura pas de séance de rattrapage pour les perdants. Et je considère que nous sommes des perdants dans l'état actuel des choses. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette histoire qu'on nous raconte. On continue de nous faire croire que les problèmes peuvent être surmontés et qu'il suffit pour le continent d'être plus attractif, l'investissement étranger, la bonne gouvernance. Voici, ce sont ces histoires qu'on nous raconte, et surtout des élections régulières et bien organisées. Alors quand je regarde et je me mets à l'écoute des Gilets jaunes, je me dis, mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Il y a longtemps que je suis revenu de mes illusions sur le développement, la démocratie, l'homme providentiel et tout le reste. Maintenant, je me dis, si le modèle de développement qui est à l'œuvre sous nos cieux, imposé dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et internationale, et si c'est dans cette direction qu'il fallait aller, la France n'aurait pas eu droit à ce casse-tête des Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme problème avec le modèle et nous devons de nous poser de bonnes questions. Sauf que ces questions ne sont pas, comme je vous dis, recevables. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous critiquez le modèle? Vous n'avez plus de subventions, on ne vous voit plus dans les médias. Quand vous critiquez la guerre, quand vous avez la guerre au Mali, l'opération Serval en ligne de mire, après on ne vous a plus vu? Vous avez disparu? Oui, là aussi, je l'ai appris, je ne le savais pas, je ne pouvais pas me l'imaginer parce que je crois sans prétention que j'ai été l'une des Africaines subsahariennes les plus médiatisées. Il fut un temps où c'était bon de me donner la parole. Vous étiez la caution? Je ne sais pas. À l'époque, je croyais qu'il s'agissait seulement... le débat était circonscrit à la culture. On m'appelle, il y a tel bien culturel a disparu, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Et après l'inauguration du Quai Branly, aujourd'hui les questions de la restitution des biens culturels, mais j'ai publié un papier dans lequel je demandais pourquoi tant d'intérêt pour nos biens culturels lorsque les humains n'ont pas pignon sur rue ici, parce que ces biens leur appartiennent. Donc, je pouvais dire à l'époque des choses qui dérangeaient. Mais ce qui dérange le plus dans les circonstances actuelles, c'est bien entendu la militarisation des solutions. Les guerres, j'ai, disons, rencontré et fraternisé avec pas mal d'hommes de gauche. Et les dirigeants du Parti socialiste, à mon grand étonnement, bien entendu, j'ai salué l'élection de François Hollande
par rapport à l'homme du discours de Dakar et non moins responsable de l'intervention en Libye. Donc, mais je ne m'attendais pas à l'entrée, le retour de l'ancienne puissance coloniale avec armes et bagages dans mon pays au nom de la lutte contre le terrorisme. C'était du pipeau, parce que quand on entend François Hollande dire voilà, heureusement qu'on a intervenu au Mali, parce que le Mali allait imploser, que c'était... Non, c'était prévu de toute façon. Depuis 2010, L'intervention du Mali est l'étape d'un retour en force dans les anciennes colonies de la bande sahélo-sahélienne, parce que la bataille pour le contrôle des ressources naturelles se situe là-bas aussi. Et je crois qu'il est question de ne pas céder, de ne pas laisser la place à d'autres, aux concurrents. La Chine, la Russie, bien sûr, les BRICS, et même avec les États-Unis, c'est clair. Et à l'heure actuelle, avec quelqu'un comme Donald Trump, ils sont là, ils interviennent ensemble. Et ce n'est pas la guerre froide, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Et c'est de tout cela que nous devons prendre conscience. Parce que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile avec le réchauffement climatique. Il faut les mettre devant leurs contradictions. Il faut les mettre devant leurs contradictions. Tu ne peux pas ériger la violence militaire comme solution et à des maux engendrés par un modèle économique dont vous commencez à reconnaître les limites sous vos propres yeux. Ce modèle n'a pas marché, n'avait pas vocation à développer l'Afrique, ne l'a pas développé. Donc ça se saurait. Les militaires, pour résumer trivialement, c'est les femmes de ménage du néolibéralisme qui a lamentablement échoué. Ça dit que, disons avec que... le respect qu'on a pour les femmes de ménage. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais tout simplement que ça fait partie du jeu. Malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye. En fait, la Libye, c'est différent. Je dirais que cette guerre, ils ne l'ont pas gagnée, ni en Irak, ni en Afghanistan. Et la Libye, c'est tout simplement... c'est catastrophique. C'est la métastase du capitalisme. Oui, oui. C'est un déni de démocratie. C'est les Nations Unies. C'est-à-dire que le fait que des membres du Conseil de sécurité aient contourné, ou en tout cas interprété la résolution des Nations Unies qui visait surtout à protéger l'espace aérien et transformer cette résolution, déstabiliser la Libye en dépit de la mise en garde, toutes les mises en garde. Tout le monde leur a dit à l'époque, ne le faites pas. Si vous le faites, vous allez déstabiliser toute la sous-région. Bon voilà, nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences dramatiques de cette situation. Et l'arrogance consiste à exiger de nos États de les gérer. Et nous ne sommes pas responsables, mais nous allons devoir faire face aux conséquences de cette violation de la résolution des Nations Unies. Bernard-Henri Lévy, c'est pas votre copain? Pardon, on passe à autre chose. C'est dommage. Est-ce que le Mali, est-ce que les Maliens ont une bonne image de la France, du gouvernement français et des Français? Est-ce qu'ils veulent encore qu'on leur tende la main, ou ils ont compris que ça allait pas servir à grand-chose? Moi je crois que j'ai vraiment mal en dedans quand je passe en revue ce qui s'est passé au départ. D'abord, on a été pris de court par cette situation.
il y a eu la chute du régime de Amadou Toumani Touré. Et bon, d'abord la Libye, on remonte encore à la Libye. La Libye, le retour des composantes de ces groupes armés du MNLA de la Libye, l'alliance avec AQMI et Azawad. oui, l'Azawad. Non, oui, ça c'est les militants du MNLA. Bon, donc qui à l'époque ont fait cause commune avec les djihadistes et les attaques des villes et tout ça. C'est clair que les gens étaient ébranlés. Et le fait que notre armée qui ne s'attendait pas à ça, n'était pas préparée pour ça. Donc, bien entendu, n'a pas pu faire face à cette situation. Donc, tout le monde beaucoup de gens trouvaient tout à fait normal qu'on prête main forte au Mali pour éviter la partition du pays et l'invasion par ces gens venus d'ailleurs et qui ont composé avec nos frères. Donc, le lancement de l'opération Serval, le déploiement de ces milliers de soldats français a été salué. Je ne sais pas d'où sont sortis les drapeaux tricolores. En tout cas, des milliers de drapeaux tricolores étaient partout pour saluer, comme avant. Et c'était marqué d'ailleurs sur une banderole « Merci Papa Hollande, tonton Le Drian et tonton Fabius ». Banderole qu'ils ont amené ici, qu'ils ont encadré, montré jusqu'à quel point le Mali était reconnaissant à la France qui nous a sauvés d'un péril certain, de l'Afghanistan. On allait revenir, en tout cas, que le sort, l'Afghanisation non, le califat, il paraît qu'on nous a échappé. En fait, on ne va pas réécrire cette histoire. Et je ne sais pas si ces gens auraient pu aller au-delà de Mopti, Sévaré, jusqu'à Bamako et semble-t-il jusqu'à Dakar. Parce que c'était ça la thèse à l'époque. Si rien n'avait été fait, il serait, toute la sous-région aurait été envahie par les djihadistes. Ils n'étaient pas si nombreux. Pour la simple raison, il y a un excellent film documentaire, animé d'ailleurs par David Pujadas, où nous apprenons que Tombouctou a été libéré sans que la France ait attiré un seul coup de feu. Donc cela veut dire qu'ils n'étaient pas nombreux. Mais aujourd'hui, on est débordé, on est dépassé par la situation. 6 ans plus tard, ils n'ont pas réussi à sécuriser non seulement le Mali, et le mal dont il s'agit s'est répandu non seulement le centre, mais le Burkina Faso. Il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire aussi. Donc, on est dans une situation où, je crois, les militaires et les politiques sont montés au front, mais on a rarement donné la possibilité à nous-mêmes Maliens, les gens ordinaires, mais je suis ici parce que il me semble que il y a une crise de la pensée politique, une pensée africaine émanant de nous-mêmes sur la base d'une bonne connaissance de ces réalités. Que nous est-il arrivé? Que nous est-il arrivé? Dans mes précédents livres, mon premier essai, L'étau ou l'Afrique dans un monde sans frontières, moi j'appréhendais cette évolution de la sous-région. Et du fait, à partir du moment où tout devrait reposer sur des politiques de transformation de nos sociétés, de nos économies, et par nous-mêmes, dans le cadre d'un partenariat respectueux de de votre personne, de ce que vous êtes. Mais quelque part, j'ai appris de toute façon que le développement dont il s'agit procède de l'occidentalisation du monde. C'est un projet d'occidentalisation du monde. Il n'est pas prévu. On prête d'ailleurs à Helmut Kohl des propos selon lesquels l'Europe
a été pris de court par ce qui s'est passé en Asie, qu'il n'est pas question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Donc quand nous prétendons aujourd'hui que le sabotage de nos efforts d'industrialisation, et c'est particulièrement vrai pour le Mali, et nombreux sont les gens de ma génération qui ont en tête quelques dizaines d'usines qui transformaient nos produits, et nous continuons à nous dire qu'il s'agisse du textile, la radio, l'élevage, tous ces secteurs-là. Il y a un effort réel, il y avait une volonté réelle de bâtir une économie souveraine. Parce que la souveraineté politique dépend de ce que vous pouvez pour vous-même. Ça, c'était le credo du premier président du Mali, Modibo Keïta. Nous nous disons si n'eût été le sabotage, parce qu'on était bien entendu dans le bloc de l'Est, et le torpillage systématique de ces efforts-là, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui confronté au chômage et la pauvreté de masse liée au fait qu'effectivement, on ne s'est pas industrialisé et on a, comme d'autres économies du Sud, l'ouverture aux forceps et aux entreprises étrangères, et on est inondé aujourd'hui de biens, souvent de piètre qualité, quand ce n'est pas des restes. Donc, c'est cette économie-là et cette mauvaise foi qui a consisté à nous déposséder de la possibilité même de penser, d'une pensée autonome, de choix clairs pour tout le monde. La catastrophe vient de là. Le centre du pays aujourd'hui, où on est en train d'ethniciser, parce que les dominants excellent dans l'art d'ethniciser et de racialiser les causes des maux. On me parle aujourd'hui d'un affrontement entre Peul et Dogon qui n'a jamais existé. J'ai été ministre de la Culture et du Tourisme. Dieu seul sait, mes compatriotes le savent, je n'ai pas cessé de dire que nous avons la possibilité de prendre appui sur ce que les gens faisaient et font. Et moi, je défends depuis toujours l'artisanat, le coton et les textiles faits main. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, avec les questions environnementales, tous les défis des temps présents, tout ce qui est énoncé aujourd'hui dans le cadre du débat pour un modèle de développement compatible avec l'environnement, je vous assure que localement, on avait ces réponses-là, nous les avons aujourd'hui. C'est toutes ces ethnies échangeaient, et ce n'était pas le Pérou, ce n'était pas l'industrie, mais il se passait les oignons, le lait, la viande, les céréales. Les jours de marché, c'était des jours de rencontre. Alors comment se fait-il que subitement, on vient nous dire que ce sont ces ethnies, du fait de la présence, bien sûr, des djihadistes qui ont eu un impact sur une influence, puisqu'on suppose que Koufa, qui a été tué, donc est en Peul, et les Peuls seraient peut-être, est-ce que les Peuls soutiennent le djihadisme, j'en sais rien. Mais est-ce que les Dogons se sentent victimes de tout cela? Mais je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris, et je n'ai pas l'impression que le point de départ, qui est le sabotage des économies locales, dans cette partie du pays, comme dans le Nord aussi, et je sais, parce que je me suis, avant d'être ministre et même essayiste, j'avais une folle envie de créer. Et je me suis lancé dans les constructions en géobéton. J'ai créé une infrastructure et j'ai fait de telle sorte que autour de moi, ma famille, les gens, j'ai créé quelques emplois en tout cas dans le domaine de la culture, parce que je crois vraiment le lien entre écologie, économie et culture. Je crois que c'est porteur. J'ai essayé de poser quelques actes dans ce domaine-là. Et c'est ça qui m'a amené à découvrir la possibilité de jeter les bases d'un autre Mali. Et vraiment, je ne désespère pas. Je reste persuadé que si on parvenait à nous défaire de l'idée selon laquelle il y a un modèle, le même, productiviste,
consumériste et l'accumulation. Si nous sortons de cela, nous pouvons nous en sortir. Mais ce débat n'a même pas lieu dans mon pays. Donc, ce débat n'a pas lieu. Vous avez prévu un testament? Parce que vous allez finir avec une balle dans le crâne, non? Parce que s'attaquer au modèle néolibéralisme, du néolibéralisme, s'attaquer au système financier international, écoutez, ça va mal se terminer. Oh non, je crois pas. Il n'y a jamais d'accident de suicide en Afrique? Non, écoutez... ça vous fait penser à quoi? Ben non, je ne suis pas là, je ne suis pas à ce niveau et j'ai un destin. J'ai appris, hein, je n'invente rien. Hein, j'ai été à Porto Alegre, j'ai marché avec d'autres citoyens du monde. Je ne suis pas en train d'accuser ni d'accabler qui que ce soit. Je suis en train de dire qu'on a érigé et on a essayé de prêcher l'infaillibilité et l'incontournabilité d'un système. Comme une religion qui ne marche pas. Si ce système marchait, on n'aurait pas eu droit à Donald Trump. Ce sont les déçus de la mondialisation. Aux États-Unis, ce sont des déçus de la mondialisation, d'une certaine mondialisation, et qui l'ont porté au pouvoir. Quand on dit grâce à ce système, la pauvreté a reculé dans des proportions extraordinaires. Oui, c'est des statistiques. C'est des statistiques, c'est des chiffres. Et on a... J'entends ça effectivement, que grâce à ce système, en Asie, des centaines de millions de personnes ont échappé à la pauvreté. Je crois qu'on disait la même chose à propos du Brésil aussi. En Afrique, je n'entends plus tellement parler de la classe moyenne. Voilà. On mise sur une classe moyenne et exactement comme ici, l'effet trickle-down, c'est-à-dire l'effet de ruissellement, et laisser quelques-uns s'enrichir, tout le monde en profiterait. Écoutez, ça ne vous a pas réussi. Moi, je crois que l'immense majorité des Gilets jaunes, c'est précisément cette classe moyenne. C'est pour ça que la France en crise est une excellente occasion pour l'Afrique de se ressaisir. Et je n'ai jamais cru en l'homme providentiel, parce que c'est la croyance en un dirigeant providentiel qui viendrait développer l'Afrique selon des normes et ouvrir le continent, en tout cas pays par pays, et à la compétition, ainsi de suite. Et ça ne marche pas. Si ça marchait, je crois que l'ami Macron ne serait pas dans cette situation quasi inextricable. Et j'ai déjà dit, le modèle n'impressionne plus personne parce que est consumériste, destructrice du lien social et de l'environnement. Et donc, si votre démocratie pose problème et que tant de gens se croient exclus, méprisés, non écoutés, ça veut dire que nous devons nous poser d'autres questions au lieu de continuer à recourir aux armes au nom de la transparence des urnes. Quand on voit le FMI, quand on voit la Banque mondiale, quand on voit le franc CFA en Afrique, on se dit c'est bien, c'est pas bien, continuons gaiement. Moi, je crois que toutes ces questions ont été largement débattues. Quand moi j'ai écrit Leto dans les années 90, je faisais vraiment figure de... je ne sais pas, celle qui critique tout, qui ne croit en rien, elle est rebelle. Aujourd'hui, honnêtement, il y a un nombre considérable d'Africains qui sont passés par ces institutions, qui ont occupé des postes de responsabilité, qui savent parfaitement que ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. Mais je sais par ailleurs l'énorme difficulté de s'attaquer à ces questions-là quand on est en politique. Les oppositions. C'est quoi les difficultés? Mais parce que la dépendance et les relations de l'après-guerre ont été ficelées de telle sorte que ce sont les gagnants de cette guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont érigé un système
internationale qui leur assure le contrôle des richesses de la planète, le développement, grand au majuscule, était, quand je prends le volet femmes, moi j'ai été impliqué très tôt dans des politiques de développement, on appelait ça l'intégration des femmes dans le développement. Et c'était pas, on ne parlait pas à l'époque de genre encore. Et si cela avait marché, si cela devait marcher, je vous assure qu'on n'aurait pas eu tant de femmes, et dont des femmes enceintes et des enfants dans ces embarcations de fortune, puisque c'est pour cette raison que je suis ici. Donc, il n'y a pas un modèle de développement. Il n'aurait pas dû ériger en, disons, faire une religion d'un système qui, aujourd'hui, a révélé ses limites. En dehors de l'Afrique, c'est-à-dire en soi, lorsqu'on le regarde en soi, en raison de ses besoins en ressources fossiles, ça repose sur... C'est un système énergétivore et injuste, raciste et guerrier. Ça va ensemble en général. Les migrants, en France, il y a tout un mouvement qui est contre les migrants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je crois qu'ils se trompent d'ennemis. Ceux qui sont contre les migrants se trompent d'ennemis. Mais qu'est-ce qu'on leur sert comme discours sur les migrants? Et c'est l'échec, non, c'est pas l'échec, c'est l'incapacité des pays d'origine de ces gens-là à se développer. C'est-à-dire que la xénophobie et le racisme puisent dans le terreau d'un diagnostic délibérément erroné. Le diagnostic délibérément erroné consiste à dire on les a aidés, on a aidé ces pays-là, ils sont incapables de se développer. Et comme je l'ai déjà dit, le développement dont il s'agit n'avait pas vocation à nous développer. Il y a la corruption, c'est certes, mais même la corruption fait partie du système. À partir du moment où les prétendus partenaires techniques et financiers ne mettent leur argent que dans des initiatives et des projets qui ouvrent le marché, qui ouvrent vos économies. Donc, prétendre qu'on nous a développés, ou comme une sœur l'a dit à un moment donné, que l'Afrique refuse le développement, je n'y crois pas. Et prétendre que c'est des dictateurs, il n'y a que des dictateurs. Mais c'est tellement facile de devenir dictateur. Et quand on fait le bilan, quand on établit la liste de tous les dirigeants africains déstabilisés, comme vous l'avez dit, quand on ne les a pas éliminés physiquement, ou quand, avec les sanctions économiques, et tout dirigeant africain qui veut aujourd'hui faire corps à son peuple, avec son peuple, et ne pas répondre et obéir aux injonctions de la communauté internationale, ne sera pas élu, ou s'il est élu, il sera déstabilisé. Alors moi, on assiste malheureusement à une dépolitisation des opinions africaines en faisant et en réduisant la démocratie juste aux élections. Le débat que nous avons en ce moment est questionner les modèles économiques, où sont les gagnants, où sont les perdants. Ces débats ne sont pas à l'ordre du jour, ni par les partis majoritaires, ni par les oppositions politiques. Qu'est-ce que vous pensez du RIC? Est-ce que vous savez ce que c'est le RIC? Le référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes. Est-ce que c'est applicable en Afrique? Est-ce que vous y croyez déjà en France? Est-ce que c'est pas de la poudre de perlimpinpin, un effet de manche, un écran de fumée, une façon de dégonfler un petit peu l'abcès, une façon de faire un petit peu diversion, d'encadrer les choses? Mais je crois que c'est une revendication légitime, bon, de sa faisabilité, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a un préalable pour les miens. Je crois que
la chance que moi j'ai eue, mon parcours, si je n'étais pas passé par certaines étapes, hein, et au niveau africain déjà, et très tôt, à Dakar, au Sénégal, moi quand je me suis mariée en Côte d'Ivoire, j'ai été à l'université d'Abidjan et une amie, Marie-Angélique Savané, a créé l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Ce regard critique et commence d'abord à bien avant Porto Alegre. J'ai eu la possibilité avec d'autres femmes et on était vraiment, c'était très panafricain. Il y avait des Algériennes, des Marocaines, des Tunisiennes, des Burkinabés, des Nigérianes, des Kenyanes. Et c'était fabuleux, quoi. Ensemble, et nous sommes allés de sommet en sommet pour dire aux féministes du Nord, cessez de penser pour nous et à notre place. Nous avons mené ce combat d'abord au niveau du féminisme. Si le féminisme doit être panafricain, ce sera un féminisme de résistance et de combat. On ne pense pas à notre place. Et feu Samir Amin était là, il nous a considérablement aidés. Donc moi, ce parcours m'a permis très tôt d'avoir un regard critique sur toutes sortes de propositions, qu'il s'agisse de ma libération, de la libération de mon pays ou du continent. Je me dis, le jeu des intérêts est omniprésent. Le jeu des intérêts est omniprésent. Et aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, j'ai pris conscience de la persistance ou la résurgence d'un racisme anti-noir sous tous les cieux. Sous tous les cieux. Parce qu'ici, ceux qui disent restez chez vous sont habités par le fantasme du dépassement et du remplacement, semble-t-il, des Européens par des Africains, puisque les femmes africaines font trop d'enfants. C'est peut-être que les nôtres n'en font pas assez. Justement, c'est ça qui est très intéressant, parce que quand c'est cette phrase lâchée pour la première fois à Hambourg par le président français, et qui, selon lui, aussi longtemps que les Africaines feront 7 à 8 enfants par femme, enfin, l'Afrique ne sera pas stabilisée avec tous les milliards du monde. Et ça fait partie effectivement des petites phrases qui blessent, mais qu'importe. Blesser les Africains, bon, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre dans le même contexte et de plus en plus, et dire que la France et d'autres pays européens souffrent de la dénatalité. Donc il y a un problème de perte, en tout cas la crainte de perdre en puissance et en croissance faute de naissance. Alors dans ce cas, je me pose la question, en tant qu'Africaine, visée par ce constat selon lequel nous faisons trop d'enfants, à partir de quel moment la procréation est source de richesse et à partir de quel moment elle est source de pauvreté. Si nous sommes trop pauvres parce que trop nombreux, et l'Occident, en tout cas l'Europe en ce moment, a peur de s'appauvrir parce qu'il n'a pas d'enfants, alors il y a une contradiction quelque part. Soit les naissances sont source de richesse ou source de pauvreté. On me dira, c'est en fonction de ton taux de croissance. Et bien moi je leur dis, faites de telle sorte que ces immenses richesses du continent reviennent à notre continent, que la promesse qui a été faite très tôt, dans les années 60-70, qui consistait à dire qu'une femme éduquée, qui a accès à l'emploi, peut mieux gérer, peut réguler elle-même et contrôler ses naissances, c'est là le point de départ. C'est de cela qui a compromis nos chances d'avoir un système éducatif, des systèmes de santé conformes à nos besoins, de telle sorte que nous n'ayons plus besoin de donneurs de leçons de démographie, de démocratie ou de développement.
Les programmes d'ajustement structurel n'ont pas fait dans la dentelle, on n'a pas fait de distinction entre filles ou garçons, ni entre régions. Les régions du nord et du centre du Mali aujourd'hui, qui sont surmédiatisées sous prétexte que l'État est absent. Mais qui a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'État? On a exigé le désengagement de l'État parce que le marché devait être la solution. Mais quel marché? Le marché auquel nous on était habitués, moi quand j'étais jeune, j'allais à Bagadadji, Bozola, et je voyais des commerçants, de véritables hommes d'affaires maliens qui brassaient des millions, qui savaient faire des choses. Mais le commerce de dupes qu'on nous impose aujourd'hui, vous ne contrôlez rien. Quand vous êtes entrepreneur local, vous avez juste le rôle d'interface. Où vous touchez des commissions, vous ouvrez votre pays, mais on n'attend pas de l'Afrique qu'elle ait ses entreprises, ses hommes d'affaires, ses marchés, parce qu'on a besoin du marché africain. Ceux qui se plaignent de la démographie savent par ailleurs que 2 milliards d'Africains, si c'est trop de bouches à nourrir, c'est aussi des débouchés pour leurs entreprises. On veut les matières premières, on veut des consommateurs, mais on ne veut pas d'Africains citoyens et citoyens consommateurs. Vous parlez de dépolitisation des Africains. On a reçu récemment quelqu'un qui s'appelle Kémy Séba. On voudrait avoir votre avis sur ce mouvement de nouveau panafricanisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je n'ai pas d'avis. Kémy Séba mène son combat. Il est beaucoup plus jeune que moi. Pas beaucoup. Aussi, c'est quand même mon fils, c'est l'âge de mon fils. Donc, je crois s'agissant du CFA, moi j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Nicolas Bou, que j'ai reçu au centre Amadou Hampâté-Bâ à Bamako. On est passé dans les universités. Il a pris le relais d'un combat et il a appliqué sa méthode. Et il a créé un réseau important. Il a une capacité de mobilisation des opinions qui est réelle. Il a tout à fait raison de plaider pour un modèle véritablement panafricain, porté par des Africains. Donc, bon, moi, je constate, je vois, je pense que c'est important et qu'il y ait ces leviers. Bon, maintenant, on peut ne pas être d'accord sur certaines prises de position. Comme lesquelles? Moi, je crois en la fraternité des peuples. Je me dis que, comme Issa Ndiaye, nous parlons de peuples frères en humanité. Et quand je regarde notre situation qui est dramatique, qui pourrait ne pas l'être, et quand par ailleurs je regarde ce qui se passe ici, aux États-Unis, en Amérique latine, et je vois de la souffrance humaine partout. Je me dis qu'ensemble, on a les dominants, les maîtres du monde. C'est qui? C'est qui? C'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Europe, l'Union européenne, c'est... Faut-il ajouter la Russie et les autres? J'en sais rien. Et quand je regarde l'architecture du pouvoir à l'échelle de la planète, je vois au cœur du système le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors le Conseil de sécurité, à partir de là, ils se regardent en chien de faïence, mais ils ont les mêmes intérêts. Ils sont tous vendeurs d'armes, et fauteurs de guerre, bâtisseurs de murs. Alors quand je regarde ce monde et cette architecture du pouvoir mondial, et je regarde d'un continent à l'autre, et les peuples disent la même chose. Écoutez-nous, respectez-nous. C'est ça qu'on entend ici. À partir de ce moment, je me dis qu'aucun pays ne peut s'en sortir individuellement.
Ça, je le sais. Au niveau, j'ai hâte de voir aujourd'hui, comme dans les années 50-60, émerger une conscience, une nouvelle conscience politique africaine, conforme aux défis de l'heure. Moi, je sais, quand j'étais jeune pionnière au lycée de jeunes filles, j'en voulais, quoi. J'étais persuadé, le jour où on a fêté l'indépendance du Mali, je pleurais à chaudes larmes. Je suis encore habité par cette volonté d'une Afrique. Nous, dans notre hymne national, c'est pour l'Afrique et pour toi, Mali. Quand je parle du Mali, quand on me parle d'un G5 Sahel et de tout le reste, et tout ça, c'est des dispositifs et concoctés pour résoudre des problèmes que nous n'avons pas créés. C'est-à-dire que, oui. Kadhafi, quand il a été élu roi de l'Afrique, ça vous a fait penser à quoi? Est-ce que Kadhafi était bénéfique pour l'Afrique? Sur le coup, à l'époque, j'étais personnellement contrarié par... je comprenais sa volonté d'une Afrique unie et pôle de développement, avec tout ce qu'il fallait comme dispositif au plan financier, technologique et tout. Mais les rapports de force étaient tels que on sentait effectivement l'asymétrie des rapports entre lui et les autres, qui dépendaient financièrement de lui. Bon, de là à le massacrer, à le lâcher, c'est tout simplement inconcevable. Inconcevable. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas, sans arrêt, souligner le fait qu'il s'agisse de l'insécurité, de ce niveau d'insécurité au Sahel, dans la bande sahélienne, au Maghreb et peut-être ici, lié au fait que l'arsenal libyen, il a mis beaucoup d'argent, l'argent du pétrole, il a mis beaucoup d'argent. Il n'y avait pas, si aujourd'hui on exige que nos États soient obligés d'investir plus de 20% de nos modestes ressources dans l'achat d'armement, tout simplement pour corriger les conséquences des turpitudes de Nicolas Sarkozy et comment dirais-je, l'anglais, Cameron, non, David Cameron, et le couple, et que nous soyons obligés aujourd'hui de consacrer de l'argent à une question sécuritaire créée par eux, qui est les mêmes dans ce même contexte, que ce soit eux qui disent « ne venez pas chez nous ». Est-ce que vous savez que les 27 États de l'Union européenne aujourd'hui, qui sont si peu désireux de voir les Africains venir ici, sont tous dans ce dispositif de l'Union européenne qui s'appelle EUTM, c'est-à-dire ils prétendent former nos soldats hein, et pour lutter contre le djihadisme. Donc j'ai dit attendez. Et vous avez Frontex, c'est-à-dire que des navires, des avions, tout un arsenal pour barrer la route aux ressortissants de nos pays en Méditerranée. Aujourd'hui, la question de l'Aquarius, interdire, criminaliser la solidarité, faire de telle sorte que personne, non seulement on ne puisse pas leur porter secours, mais qu'on ferme les yeux, parce qu'on sait, quand on nous dit qu'il y a moins d'arrivées cette année que par le passé, 1 millier de moins, en fait, ça ne veut rien dire. Ils sont morts. Ils sont morts. On veut aujourd'hui qu'ils périssent en Méditerranée sans témoin. Alors, quand on sait ça, et qu'on voit, et c'est tout simplement schizophrénique, que ceux qui investissent tant dans la protection de leurs frontières, qui prétendent protéger leurs frontières contre des pauvres gens dont on a détruit le pays, et que ces mêmes se transportent dans le désert, au Sahel, sous prétexte que là-bas, ils vont nous protéger contre les djihadistes, c'est un véritable casse-tête, quoi. C'est un non-sens.
vu de certains occidentaux, ça fonctionne bien. Ça rapporte de l'argent, ça engraisse les requins en Méditerranée, ils peuvent continuer leur business, on regarde tous à côté et tout ira bien. Qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Afrique pour que l'Africain, si je peux me permettre de dire ça, l'Africain de base s'endurcisse et s'affûte le cerveau? Il faut passer par Internet, il faut continuer à faire ce qu'on fait, des médias indépendants. Ils ont accès à l'Internet, ils utilisent les réseaux et malheureusement, on n'en fait pas un bon usage. Moi, je pense que une éducation citoyenne qui intègre, quand on dit ici la nécessité de nommer les choses, la chose que nous ne nommons toujours pas en Afrique, c'est le néolibéralisme, c'est le système capitaliste. De ses débuts à ce jour, ce système a puisé dans les richesses du continent. De la traite négrière à ce jour, le capitalisme a eu besoin de l'Afrique. Pour quel résultat? Moi, je dis, s'il ne nous a pas réussi par le passé, ce n'est pas au XXIe siècle qu'il va nous réussir. Mais malheureusement, une partie de nos élites a l'air d'y croire, veut y croire, sous prétexte que there is no alternative, Tina, qu'il n'y a pas d'alternative à ce système. Alors, on va continuer à aller droit dans le mur, parce que tout le monde est perdant. Aujourd'hui, si l'Europe ferme les yeux sur ces inégalités, ces injustices liées à son modèle ici et chez nous, et s'obstine à imposer, parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire de la gestion des flux migratoires comme de la lutte antiterroriste et des conditionnalités du financement du développement. On ne vous donnera de l'argent que si vous acceptez notre agenda, à la fois pour les migrants, la lutte antiterroriste et tout le reste. L'ouverture de vos frontières, de vos économies à nos entreprises. Parce que j'ai entendu l'Allemagne, Merkel et tout le reste, Tarjani, ils pensent que vos États, les États libéraux qui sont confrontés à des problèmes budgétaires inextricables ne vont pas nous développer avec l'argent du contribuable. Ce sont les entreprises, ce sont vos entreprises, vos multinationales qui sont censées venir nous développer, c'est-à-dire piller davantage avec le coût de la pollution, parce qu'on ne pourra pas contrôler, la corruption aidant, et avec des salaires de misère comme en Asie. C'est ce modèle de développement qui nous attend au XXIe siècle. Et ce sont ces gens-là qui prétendent et protéger par ailleurs l'environnement. C'est-à-dire que c'est l'usine à gaz et c'est la surchauffe. Ça sera la surchauffe en Afrique avec les mêmes entreprises qui n'ont pas d'état d'âme. S'ils n'ont pas fait de cadeaux aux ouvriers et au climat ici, ils n'en feront pas en Afrique. Donc cet éveil de conscience qui est indispensable, nous en avons les moyens, les outils sont là, mais qui va commencer à nommer le capitalisme, c'est-à-dire la manière dont ça fonctionne dans des pays qui avaient toutes les raisons d'être des gagnants. Si aujourd'hui Donald Trump renverse la table, ne veut plus jouer le jeu, aujourd'hui ils ne sont pas à Davos, c'est fabuleux, non? Pour la première fois, ils ne sont pas là-bas parce qu'ils n'y croient plus. Ils voient très bien ce qui ne marche pas. Alors qui va défendre nos pays si le premier qui parle est liquidé électoralement ou il sera financé, privé de financement? Non, ils n'attaquent plus de ce côté-là. Ils ont mille manières de déstabiliser. Ils jouent d'abord sur les oppositions. Les opposants sont persuadés qu'à la place de l'autre, ils peuvent faire mieux. C'est pour ça qu'il y a 200 partis au Mali? Ah ben oui, voilà. Au Mali, il y a même 400 partis dans d'autres pays. Parce que ils sont persuadés que c'est facile et parce que la politique, c'est le seul business qui marche. Hein? Si vous n'avez pas de parti, vous allez créer une entreprise, c'est la course aux parts de marché. Donc, ou alors vous faites les deux, et le parti et l'entreprise. Voici ce qu'on nous a servi. Et voici ce que nous croyons être la vérité. Ce que nous croyons être le chemin à suivre. Alors qu'aujourd'hui, nous devons repenser le champ politique. Nous devons revisiter les défis. Et nous devons prendre conscience du fait que nous sommes humiliés. Moi, quand on humilie les dirigeants africains sous prétexte qu'ils sont dictateurs, je dis, mais ils sont dictateurs
j'ai voté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Aucun d'entre eux ne parvient à créer suffisamment d'emplois, à répondre à la demande sociale. Vous me dites que c'est une question de personne. Moi, je dis que c'est une question de système. Mais comment sortir de ce système sans en payer le coût? Le coût, ce serait quoi? Ce serait le coût, on vous prive, on se parle entre soi, vous n'aurez pas, quand vous ne jurez pas par l'attractivité, quand vous n'ouvrez pas, quand, je ne sais pas, les instruments sont là, les sanctions, c'est une réalité. On ouvre une parenthèse, on va partir sur un autre sujet. Comment les médias français comme France 24 sont perçus en Afrique francophone? On les regarde, on n'a pas d'autre chose. On les regarde, bon, ceux qui peuvent aller sur les réseaux sociaux ont d'autres sources d'informations, mais l'immense majorité, vous vous réveillez, bon, francophone, vous dites, on met RFI, on écoute, et puis bon, et les gens, les élites hein, surtout, mais maintenant, il y a une chaîne RFI émet également en langue nationale. C'est notre capacité d'analyse, moi je crois. À la limite, on peut écouter toutes les chaînes qu'on veut, mais à condition que vous soyez suffisamment outillé pour déchiffrer la propagande. Voilà, pour décrypter, pour savoir. Je peux écouter toutes les chaînes. J'écoute d'ailleurs, j'entends. Je suis aujourd'hui imprégné de la nature et des questions ici, parce que je passe d'une chaîne, je suis constamment les débats. Je m'imprègne parce que je me dis qu'aujourd'hui, le défi pour l'Afrique n'est pas militaire. Le défi n'est pas politicien, c'est-à-dire la transparence des urnes. Le défi, le véritable défi, c'est la connaissance. C'est cette connaissance des enjeux. Et les gens commencent à en parler. Les gens ne sont pas idiots, quoi. Ils regardent, ils commencent à comprendre. Mais seulement, dans quelle mesure les partis politiques vont pouvoir s'accaparer de ces questions et éduquer les citoyens, nous permettre d'être au même niveau de compréhension de ces enjeux. C'est pour ça que nous avons organisé cette journée spéciale de migrance dimanche dernier. Parce que je me dis, on a tous mal en dedans. On a envie d'être une force, une capacité de proposition et de changement. Mais est-ce que nous sommes au même niveau d'information? C'est-à-dire que la capacité, la force de frappe des médias dominants, qui c'est la pub à longueur de journée. Nous sommes le continent réservoir, bien sûr, de matières premières, de tout ce dont ils ont besoin. Et pour le 21e siècle, et en termes de technologie, mais aussi déversoir. Nous devons être le continent. Il semble que les industries qui marchent le plus, l'alcool, le tabac, tout ce qui a vocation à détruire la jeunesse. Mais personne n'en débat. Personne n'en débat. On ne sait pas que, d'abord, la qualité même des produits, des biens qui sont destinés au continent. Moi, je voudrais qu'on soit regardant sur tout ça. Et s'il y a une composante de nos sociétés capable aujourd'hui de faire la différence, c'est les femmes et les jeunes. Moi, je voudrais qu'on arrête ce bourrage de crâne d'une émission à l'autre, nous parler de réussite sans lendemain. Et de faire des femmes les agents de cette réussite, de cette émergence, et à une économie dont nous continuons à être, nous continuons à alimenter le marché mondial de produits qu'on ne transforme pas. Mais on ne dit rien d'une économie régionale, véritablement africaine, alimentée par des Africains. Acheter, que nous achetons. Qu'est-ce que nous achetons? Donc, question Internet, quelle perspective du développement des marchés intérieurs africains? Considérable. Si la perspective, moi, c'est les véritables opportunités se situent à ce niveau justement. Et quand nous saurons que le wax n'est pas africain, que le bazin n'est pas africain, mais qu'aujourd'hui, j'en sais rien, des joint ventures, j'en sais rien,
mais il nous faut des usines pour transformer le coton localement. Il faut qu'une masse critique de consommateurs et de consommatrices africaines sache que chaque achat, et que nous sommes responsables à partir du moment où nous savons que c'est un acte politique. C'est un acte politique. Chaque achat vous permet de lutter contre le chômage, la pauvreté et le départ forcé et le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je pense que l'impasse actuelle, qui est économique, politique, sociale, écologique, cette impasse il y a des brèches ouvertes dans lesquelles l'Afrique peut entrer aujourd'hui et revendiquer sa vision du développement, mais qui se construit dans la solidarité. Mais quand tout le monde se tape dessus, pour savoir à quand les échéances électorales, qui va passer, mais passer pour aller où, pour faire quoi? Quel cap? Quel cap? Voilà. Quand on dit, si on garde le cap, on voit de quel cap il s'agit. Mais nous, quel cap? Où est-ce que nous voulons aller? Le continent peut prendre sa revanche aujourd'hui sur ce modèle économique qui n'a pas marché et qui ne peut pas marcher. Autre question Internet, que manquerait-il, vous avez à moitié répondu d'ailleurs, que manquerait-il pour développer les échanges inter-États en Afrique? Une monnaie unique? Compte tenu de la dimension du continent, et quand on voit déjà la monnaie unique ici, l'euro qui pose problème, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que le CFA est une épine dans le pied de nos États. Ça ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à enrichir la France. Et la France qui ne peut pas continuer à faire justement de ces pays. Et pourquoi les ressortissants de ces pays, justement, où le CFA, c'est-à-dire que c'est incroyable. Elle a tant besoin des richesses de ces pays, et c'est précisément les ressortissants de ces pays qui ne sont pas les bienvenus. Quand la France se met sur le même pied d'égalité, c'est en cela que l'Italie n'a pas totalement tort. Se vouloir leader en Afrique, et revendiquer le leadership du développement et de la coopération avec l'Afrique, échouer lamentablement à développer l'Afrique, et demander aux autres pays membres de l'Union européenne de partager le fardeau. Mais c'est ton fardeau. Les gens qui viennent, les francophones, ceux qui partent de mon pays, c'est tellement naturel de venir en France. C'est la France, c'est sa langue, c'est sa culture qu'elle a imposée. Et aujourd'hui, elle demande aux Italiens, aux Polonais et aux autres de partager le fardeau. Mais la solution, moi je crois, et il faut tout simplement le principe du débat contradictoire, si tant est qu'ici il aura lieu, qu'on profite de ce débat pour que les gens en sachent davantage sur l'Afrique. Parce que si l'Afrique ne s'invite pas dans ce débat, les solutions se feront contre elle. Ce que je crains, davantage de durcissement, de fermeté à l'endroit de ces pauvres gens qui n'ont rien fait pour mériter ce sort que sont les migrants, sous prétexte qu'ils sont des migrants économiques, à distinguer les bons migrants à accueillir sont les réfugiés politiques, là où il y a la guerre. Mais il y a la guerre au Sahel. Et on nous a imposé cette guerre. Donc dans ce cas, pour une question de cohérence, si le droit d'asile doit être reconnu à ceux qui sont en guerre, ce modèle économique est en soi une guerre. S'ils disent migrants économiques, c'est la guerre économique. C'est des victimes de la guerre économique. Donc c'est des réfugiés économiques. Comme nos gilets jaunes. Question Internet, le FMI, point d'interrogation, quel rôle continue-t-il d'avoir? Même en dépit de la situation catastrophique, il y a tellement de gens, comme Stiglitz, c'est des gens qui connaissent le système, qui ont décrit ce que c'est que ce système. C'est la prétention de détenir des solutions pour nous. Moi, je pense que, en réalité, la guerre, c'est du business. Malheureusement, même le climat, c'est le business. Le capitalisme vert, tout simplement. Et c'est un niveau de conscience politique, une nouvelle conscience politique qui va permettre aujourd'hui à l'Afrique de survivre à cette situation d'humiliation permanente. Si je vous dis la légalité ne fait pas la légitimité. Oui, j'ai été amené à écrire ça parce que
c'est douloureux de voir que... Prémonitoire par rapport à Emmanuel Macron, non? Non, non, je sais, non, il n'était pas encore en difficulté. Il s'agit de mon pays. Lorsque j'ai vu cette crise post-électorale qui n'en finit plus, parce que on n'est pas d'accord avec les résultats, c'est la même chose, quoi. C'est répétitif dans tous les pays. Et ne pas permettre à l'électorat africain de comprendre que, d'accord, pour la périodicité, la transparence des urnes, mais que ce n'est pas ça qui va nous sauver. Et que c'est la capacité de chacun d'entre nous à comprendre comment fonctionne l'économie, qu'est-ce que nous devons consommer, qu'est-ce que nous devons acheter. Et ici, quand je vois les dominants protéger, penser en termes de relocalisation des industries, de protection de leur marché, de consommation nationale, et on ne veut pas donner cette chance aux Africains. Faut pas déconner. Ah non, bien sûr, on n'est pas les mêmes. Les élections européennes, vous avez un regard dessus? Mais en fait, moi, je ne m'attendais pas aux Gilets jaunes. Quand je me suis dit qu'il faut que l'Afrique s'invite dans le débat ici, je pensais surtout aux élections européennes. Je pense que maintenant, nous faisons d'une pierre deux coups. Franchement, j'invite à ceux qui s'engagent dans ce débat et à reconsidérer l'énoncé de la question migratoire. S'il doit prendre en charge la question migratoire, il faut qu'il sache que l'erreur de diagnostic est monumentale et que ce dont il souffre ici, depuis le début des programmes d'ajustement structurel, si ceux qui sont dans les bateaux avaient les moyens de crier haut et fort comme eux, de se faire entendre, je suis sûr qu'on se serait compris. Et moi, je suis persuadé que les populismes de droite, les extrêmes droites, n'auraient pas eu le vent en poupe. Les extrêmes gauches sont en train de nommer le système depuis longtemps déjà. Mais je ne crois pas, je ne sais pas si à l'extrême gauche, il y a des gens qui accablent les migrants, qui croient que le problème numéro un, c'est les migrants. Non, le problème n'est pas les migrants. En Allemagne, on voit les partis de gauche commencer à dire, bon, les migrants... Écoutez, moi, j'ai été invité par Die Linke. Lorsqu'on m'a empêché de voyager en suspendant mon visa, c'est parce que j'étais invité à Die Linke. Et je devais aller expliquer et pourquoi. J'ouvre une parenthèse, on va rappeler cette histoire à notre communauté. Donc vous aviez fait votre demande de visa à l'ambassade française, comme vous aviez critiqué la guerre au Mali, ils vous ont dit gentiment d'aller si je peux me permettre, d'aller vous faire foutre. Vous êtes passé par l'ambassade d'Allemagne qui vous a accordé un sauf-conduit, mais vous avez été obligé de faire un grand périple de 48 heures pour pouvoir accéder à l'Europe. Ouais. Et ensuite, vous avez été convoqué à l'ambassade d'Allemagne pour vérifier que vous étiez bien rentré. Oui, il fallait bien revenir pour dire que je ne suis pas resté, peut-être que je ne suis pas une rebelle ni une terroriste, et tout simplement pour avoir dit qu'il y a une autre solution, il y a une alternative à la guerre. Vous étiez ou vous êtes toujours ami de Ségolène Royal? Non, je ne sais pas. Je fus ami de Ségolène Royal, m'a souvent sollicité dans des débats télévisés, et quand elle s'est présentée comme candidate à l'élection présidentielle, elle m'a fait venir. Mais depuis lors, il a suffi que je dise qu'il n'y a pas une solution militaire à la montée du radicalisme dans mon pays, et que voilà, la France s'est trompée de défi. Donc, du coup, voilà. Mais ne vous en faites pas. De toute façon, moi, j'ai capitalisé un nombre considérable de témoignages émanant de Français. Et lorsque le patron de l'opération de la force Barkhane a dit avant de quitter pas l'actuel, le précédent, qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce pays. Il l'a dit. Et je l'ai repris. Tout le monde convient aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution militaire. Nous allons devoir nous battre. Et certainement. Et il y a une armée. Mais moi, je pense que ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est une bonne compréhension de l'état du monde. Et ça, dans les langues nationales. Qu'on nous permette, que les réseaux sociaux nous permettent. Il y a les radios, les gens peuvent aujourd'hui, je vois que tout le monde se débrouille avec qu'on dise aux gens, écoutez, arrêtez, comme ça, en trop de dégâts, ne mettons pas nos vies en péril. Essayons de réfléchir autrement.
la notion de bonheur, la notion de prospérité, la sécurité. Nous avons les moyens il ne s'agit pas de dénoncer en disant un tel est terroriste. Il s'agit d'abord de nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous sommes entourés de richesses. Nous pouvons. Aujourd'hui, quand je regarde les alternatives, beaucoup de solutions. Et le circuit court, la proximité, l'entraide. Moi, j'ai essayé modestement au niveau de mon quartier. Je suis parvenu, à l'époque, je n'étais pas encore persona non grata. J'ai pu avoir un financement avec... c'était le Luxembourg qui commençait à travailler au Mali. Donc, moi, j'ai pu transformer radicalement mon quartier. Et cela m'a valu vraiment beaucoup d'amitié, plus que mes écrits d'ailleurs. Moi, je sais au niveau local que nous avons les moyens d'améliorer considérablement la qualité de vie, de cesser de manger des cubes magiques, de nous empoisonner. Et l'immense majorité des Africains souffrent aujourd'hui de tension artérielle, d'hypertension ou des questions de sucre. Et tout ce que nous ne devons pas manger, localement, nous avons les moyens de nous passer de beaucoup de choses. Vous allez avoir des problèmes. C'est moi qui vous le dis. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que nous devons gagner en confiance en nous-mêmes. Revenons sur l'Allemagne. Donc, vous êtes passé par l'Allemagne. Non, je suis passé par la Turquie pour aller à Berlin. Donc là, en Allemagne, on voit que Angela Merkel est beaucoup contestée du fait qu'elle ait accepté 1 million de migrants. Qu'il y a, selon eux, aucune intégration possible ou très peu d'intégration possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste là, on ouvre les frontières, on fait venir des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, je crois avoir entendu que, compte tenu de la baisse de la natalité là-bas, ils vont avoir un problème démographique et qu'ils vont, au contraire, ils sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. C'est ce que j'ai cru entendre à propos de l'Allemagne. Mais certainement, et j'ai entendu aussi, j'ai vu, je crois que quand Merkel est allée en Algérie, je l'ai entendu dire que les réfugiés sont afghans et irakiens. Ce qui veut dire que les migrants africains sont les migrants économiques. Donc, on met la pression, on met surtout les moyens financiers en jeu pour que les pays du Maghreb fassent le maximum pour la Libye, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Partout, vous entendez dire que le problème, c'est les passeurs et les trafiquants. Mais l'Union européenne compose avec les trafiquants en Libye pour traquer les Africains. Tous les coups sont permis, pourvu que les Noirs n'arrivent pas sur le sol européen. C'est ça qu'on a compris. Est-ce que vous vous rappelez des accords méditerranéens qui avaient été signés par Sarkozy avec Moubarak en grand oui. mamouchi oui. Il avait son dessin à l'époque, je crois, semble-t-il. Je vous coupe juste, je termine ma phrase. Est-ce que pour vous, c'était les prémices d'une garde prétorienne européenne contre les flux migratoires, ou c'était une façon d'embobiner Kadhafi et Les deux. J'ai cru comprendre à l'époque que la double visée de Sarkozy, c'était d'abord au plan économique, hein, le pourtour du bassin méditerranéen, faire des affaires, mais aussi contenir les flux migratoires dès cette époque-là, puisqu'il est venu avec le concept de l'immigration choisie. Bon, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, nous en sommes là. Mais j'espère qu'il ne va pas déteindre sur Macron. Si ce n'est pas déjà fait, j'en sais rien. Parce que moi, quand j'entends parler de migrants économiques, c'est tellement artificiel, c'est tellement injuste. Parce que cela suppose, parce qu'ils prétendent, cela consiste à nous faire croire aux vertus de la croissance, c'est-à-dire des taux actuels de croissance qui ne profitent pas aux Africains. C'est à cause de ces taux de croissance qu'on nous dit que ces migrants sont des migrants économiques. S'ils retournent chez eux, ils ont la possibilité de trouver du travail, ou en tout cas, on va les aider là-bas. Parce que dans le paquet concernant le Sahel, l'Alliance Sahel qu'on nous a concoctée prévoit beaucoup d'investissements avec des entreprises à travers l'AFD, n'est-ce pas? Beaucoup d'ONG françaises vont en profiter. Agence France Développement, bonjour. Donc, c'est-à-dire, on recommence, quoi.
on recommence. Moi, je crois que vraiment, les Français doivent être plus vigilants et se poser davantage de questions. Que fait la France en Afrique pour qu'il en soit ainsi? On arrive pratiquement à la fin de notre interview. Je vous pose 4-5 questions à la volée. Euh, donc, question Internet. La violence est-elle nécessaire ou évitable? Point d'interrogation. Il est évitable. La Il est Chine, évitable. la Chine, Afrique, des partenaires ou des nouveaux colonialistes en Afrique? Moi, je crois que c'est l'arrogance en moins. Hein, c'est un jeu d'intérêt. La Chine, semble-t-il, la question de la croissance se pose déjà en Chine. La Chine, en fait, chacun croit qu'il y a un gâteau africain et on ne renonce pas à sa part. Les grands, les petits, les moyens, chacun veut venir au banquet, se servir en marchant sur le corps des Africains s'il le faut. Et c'est pour ça que, hier on le disait, toutes ces bases militaires, plus de 100 000, le continent n'a jamais été militarisé à ce point. Et c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire la violence militaire qui accompagne ce système, c'est ça qui est catastrophique pour nous. Autre question Internet. Y a-t-il un modèle de société plus populaire Y a-t-il un modèle de société populaire souhaité, lequel le plus démocratique, le plus démocratique? Plus de démocratie? C'est plus d'ancrage dans la culture. Franchement, il ne faut pas faire croire que comme laisser entendre que, je ne sais pas, avant la colonisation, au Mali, on parle souvent de la charte de Mandé. C'est-à-dire que c'était des sociétés organisées qui savaient faire du commerce. Sans aller sur le plan politique, c'est tellement insultant de croire que les autres n'ont pas de valeur. Quand j'entends parler de la nécessité de défendre les valeurs de l'Europe, mais quelle société peut survivre à un vide total, l'absence de repères et de valeurs? On a des valeurs à revendiquer. C'est à nous de voir quelles sont les valeurs que nous considérons qu'est-ce que nous considérons comme valeurs qui oppriment ou qui n'oppriment pas. Quelles sont les valeurs libératrices que nous pouvons revendiquer aujourd'hui? Je crois que le partage fait partie de cela. Autre question Internet. La Cour pénale internationale sert-elle seulement les intérêts occidentaux? Alors là, ça c'est un grand débat. C'est clair. Et je plains ma sœur Fatou Bensouda, à qui on fait jouer ce rôle. Ce n'est pas en cela que moi je vois. Si la promotion des Africaines doit consister à aller dans ces postes-là, les yeux fermés, et devenir... Employer un mot, hein. Ah oui. Faut pas hésiter. Hein. Non. Allez. Non, c'est lamentable. C'est lamentable. Jusqu'ici, j'ai travaillé là-dessus, je ne vais pas m'attarder. Il y a beaucoup à dire, y compris lorsqu'on a amené le djihadiste qui a été jugé à La Haye, et beaucoup de pubs autour. Ça n'a rien changé. Moi, j'aurais aimé que le fait de l'avoir amené à La Haye puisse servir, que nous puissions en savoir davantage sur le djihadisme au nord du Mali. Non, c'était de la pub, malheureusement. J'ai un Malien qui m'a donné un proverbe, vous allez me corriger si ça n'existe pas. Quand on a vu les Touaregs signer avec Al-Qaïda, c'est le proverbe qui dit: quand tu te couches avec le diable, le lendemain matin, tu sens encore le diable. Je ne sais pas, je ne connais pas ce proverbe. D'accord. Ouais. Donc on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que vous voyez des choses encore à aborder avec nous? Vous avez envie de parler de quoi? Non, moi j'ai envie de dire que l'humanité est entrée dans... Nous sommes à un tournant grave, mais que ce n'est pas sans issue. Si seulement l'Occident admet, reconnaît en l'autre son humanité. C'est-à-dire que il ne peut pas continuer indéfiniment à veiller à la satisfaction de leurs propres besoins au détriment des autres. Il suffirait vraiment de lâcher du lest, de nous permettre de réfléchir
de nous parler entre nous, de jouer moins sur le levier de l'argent. Parce que le cœur de la corruption, c'est dans le système de financement du développement et de toutes ces activités. Ils vont injecter beaucoup d'argent dans tous les secteurs. Et compte tenu de la modicité, du fait qu'il n'y a rien, le marché, l'économie ne marche pas, en injectant de l'argent dans toutes sortes de projets, ils vont faire feu de tout bois. Et on voit débarquer, quand moi je prends l'avion et je vois qu'il y a tous les Occidentaux qui sont là, viennent pour la guerre, ce n'est plus des touristes. Et que dès 2008, ils ont décrété que mon pays est un pays à risque, donc interdit aux touristes. Et pourtant ici, en dépit des attentats, à aucun moment, au contraire, après chaque attentat, on décide de soigner l'image du pays, faire de telle sorte, rassurer les visiteurs. Pourquoi a-t-il fallu, dans toute cette bande sahélienne, ce n'est pas parce que je suis pro-tourisme, parce que j'ai un regard critique sur le tourisme aussi, mais le fait d'interdire la zone à tout le monde, y compris aux chercheurs, mais faire de telle sorte que, même entre pays africains, nous n'allons pas pouvoir non seulement échanger des marchandises, mais même circuler librement. Puisqu'il paraît que nos frontières sont poreuses, pour passer aujourd'hui du nord du Mali, de Gao à Niamey, deux pays voisins, mais c'est le parcours du combattant. Est-ce que vous avez un conseil à laisser aux jeunes générations? Une bouteille à la mer? L'esprit critique. Parce que la manipulation et tout ce qu'on leur miroite aujourd'hui, qu'on leur fait miroiter, la notion de progrès, de modernité, moi je voudrais vraiment qu'on engage le débat sur ce que être moderne veut dire lorsqu'on voit le coût de ce progrès en termes de santé. L'homme moderne, occidental et la femme, les occidentaux savent aujourd'hui jusqu'à quel point ils s'intoxiquent en mangeant. Et pourtant, c'est ça qu'on fait passer pour le bonheur chez nous. Plus on mange mal, on croit qu'on est riche en mangeant davantage, en brassant davantage d'argent, en dilapidant. On peut aller vite et dans ce domaine-là, moins d'ostentation, moins de mativisme, et plus de solidarité à tous les niveaux. Au niveau des familles, aujourd'hui, les familles sont disloquées. Et parfois, l'émigration est liée au fait qu'un cousin, un frère est parti. Il faut qu'on parte soi-même chercher là-bas ce qu'on ne trouve pas localement. Alors que ce qu'on va chercher là-bas n'est pas nécessairement la solution. Mais ça, c'est interne, ce sont des débats que nous avons à l'interne. Je passe mon temps à dire aux autres que j'aurais pu vivre en Occident, ce n'est pas mon choix. Je suis 1000 fois mieux là-bas. En dépit des difficultés, la pression sociale, on peut gérer tout cela. Mais il faut qu'on apprenne à parler maintenant, à inventer le contenu d'un autre développement. Une vision propre à l'Afrique, à la lumière d'une histoire singulière qui est celle de notre continent. Aminata Dramane Traoré, merci. C'est moi qui vous remercie.